I am my father's son, cause he's a phantom, a mystery, and that leaves me nothing. Many times if you wanted to die, it's too late for me. All you have to do is get rid of me. You get to California with a monopenalty. Get to California with a monopenalty. You can't see California with the monopenalty. It's all in your head. It's all in my head. Je devais avoir à peine 10 ans. Trop jeune sûrement pour ce genre de musique. Mais ma mère, elle comprenait. Elle montait le son à fond dans la voiture. Et c'était pas des comptines, c'était Slipknot, c'était Psychosocial en boucle. Et moi, sur la banquette arrière, les yeux grands ouverts, je me prenais une sacrée claque. C'était chaotique, violent, brut. Et pourtant, je trouvais ça beau, comme si j'avais découvert un autre langage. Celui de la rage, du rejet, mais aussi de la liberté. Depuis ce jour, Slipknot est resté là, dans un coin de ma tête, de mon cœur et de mes oreilles. Alors aujourd'hui, je vais pas simplement vous raconter leur histoire, je vais vous expliquer pourquoi, pour des millions de gens, dont moi, Slipknot, c'est plus qu'un groupe. C'est une putain d'identité. Slipknot, c'est 9 gars masqués, sortis des tréfonds de l'Iowa. Un coin paumé au milieu des États-Unis. Une petite ville, Des Moines, où il n'y avait pas grand-chose à faire, sauf exploser de l'intérieur. Ils sont arrivés à la fin des années 90, à une époque où le métal semblait tourner en rond. Et eux, ils ont tout ravagé. Comme une meute enragée, lâchée sur une scène beaucoup trop propre. Ils ont mélangé le death, l'indus, le punk, le hip-hop. Et ils ont crié ce que beaucoup n'osaient même pas penser. C'était violent, c'était malsain, et c'était exactement ce dont le monde avait besoin. Très vite, Slipknot deviendra un phénomène mondial. Des millions d'albums vendus, des concerts comme des rituels, des fans qui ne voient plus juste un groupe, mais un exutoire, une famille, une secte presque sacrée. Et derrière les masques, la souffrance, la colère, la perte, la fraternité. Et une musique qui, sous le chaos, cache une intelligence musicale rare, un vrai sens de la catharsis. Slipknot, c'est pas juste une bande de bourrins qui gueulent, c'est un cri collectif, un cri qu'on entend encore, 25 ans plus tard, sur toutes les scènes du monde. Tout a commencé dans un coin paumé du Midwest américain, Des Moines, Iowa. Un endroit trop calme, trop normal, où la rage finit toujours par déborder. Dans les années 90, la scène locale, c'était un joyeux bordel. Des groupes qui se formaient, se séparaient, échangeaient leurs membres comme des gamins sous acide qui échangeraient leurs cartes Pokémon. Rien de stable, tout était en mouvement. Le plus gros nom à l'époque, c'était Atomic Opera, heavy metal bien burné, avec un certain Jim Root à la guitare. Pendant ce temps, un gamin à la batterie nommé Joey Jordison lançait Modifycius, un groupe de thrash qui tournait régulièrement au Runway, un petit club qui servait de temple à toute la scène locale. Le 1er décembre 1991, Modifycius ouvre pour Atomic Opera. Et là, twist! Un des gratteux d'Atomic claque la porte pour rejoindre Modifycius. Joey, lui, reste focus. Il appelle un autre musicien du coin, un certain Craig Jones, pour compléter le line-up. Des noms qui ne vous disent peut-être rien, mais qui, plus tard, feront du bruit. Énormément de bruit. En parallèle, Sean Crahan, un autre batteur du coin, monte Head on the Wall, un groupe de funk metal qui joue des reprises dans des clubs. Et sort même une cassette démo en 1992. Le gars a de l'énergie et surtout, il a une vision. Un autre groupe, Vex, navigue plutôt du côté obscur, death metal crasseux. Le line-up, le batteur Anders Colsefni, le bassiste Paul Gray et le guitariste-chanteur Josh Brainard. Des gars qui ne le savent pas encore, mais qui vont poser les fondations d'un cataclysme. Tout ce petit monde finit par se croiser, jammer, s'échanger riffs et bières au Runway. C'est là, dans les caves, dans les clubs, dans les galères, que la magie opère. En mars 1993, Crahan, Gray, Colsefni et un guitariste nommé Pat Newirth écrivent quelques titres. L'un d'eux s'appelle Slipknot, mais à ce moment-là, c'est juste un mot griffonné sur un coin de table, une étincelle dans la pénombre. Des side projects naissent, comme In Vain Catharsis, Body Pit, Pain Face, ça jam, ça enregistre des démos, ça galère, ça s'acharne. Modifycius finit par se séparer. Body Pit suit peu après. Mais tout ça, c'est pas pour rien. En septembre 1995, Crahan et Gray décident de repartir de zéro. Ils fondent un nouveau groupe, The Pale Ones. Colsefni, Donnie Steele, Brainard, puis Joey Jordison les rejoignent.
Une line-up de potes, forgés dans les bars et les caves, prêts à exploser. Le 4 décembre 1995, le groupe joue pour la première fois. Pas encore sous le nom que le monde connaîtra. Ce soir-là, il s'appelle Meld. Mais le nœud se resserre et le chaos est en route. Tout commence dans une station-service Sinclair, perdue au bord d'une route de l'Iowa. Joey Jordison y bosse la nuit. Mais à l'arrière, dans l'ombre, se prépare quelque chose de bien plus important que de faire le plein. Chaque soir, entre deux clients, Joey répète, avec Paul Gray et Sean Crahan. Les sessions durent jusqu'à l'aube. Pas de lumière, pas d'ego, juste du bruit, de la sueur et une obsession. Créer quelque chose que personne n'a jamais entendu. Fin 1995, ils enterrent définitivement Meld. Ils ressuscitent sous un autre nom. Un mot venu d'un ancien riff. Un mot lourd, sombre, qui colle aux tripes. Slipknot. En décembre, ils entrent en studio à SR Studio, en plein des moines. Tout est financé par eux-mêmes, 40 000 $. Un pari de fou pour un groupe inconnu. Mais ils le savent, c'est maintenant ou jamais. Donny Steele, mal à l'aise avec l'univers trop sombre du groupe, quitte le navire. Le 4 avril 1996, Slipknot fait ses vrais débuts. Masqué, inhumain, méconnaissable. Sean devient le clown, Joey un kabuki fantomatique, Craig se planque sous des collants, Paul s'enlace de fil de fer, Anders se peint la face comme une créature mystique. Ce n'est plus un groupe, c'est une entité. Même Stone Sour, le groupe local de Corey Taylor, se fait battre lors d'un concours. Ironie du sort, quelques mois plus tard, Corey les rejoint, et tout bascule. Mais avant ça, il y a Mate, Feed, Kill, Repeat. Leur premier disque. 9 titres, sorti le soir d'Halloween 1996. Brut, sauvage, étrange, un ovni impossible à classer. L'album n'est pas distribué par un label. C'est de la pure essence DIY, mais les bases sont là. Fin 96, le line-up s'affermit. Anders Colsefni au chant, Paul Gray à la basse, Joey Jordison à la batterie, Josh Brainard et Mick Thompson aux guitares, Craig Jones au sample et clavier, et Sean aux percussions. C'est aussi là que Joey crée un symbole, une arme graphique, le S tribal, une signature visuelle devenue culte. Mais Slipknot ne veut pas juste faire du bruit, ils veulent évoluer. Et en 1997, Corey Taylor entre dans la machine. Sa voix, plus mélodique, plus puissante, transforme leur son. Anders ne s'y retrouve plus, il quitte le groupe. Le chaos a choisi son prophète. Avant d'être la voix de Slipknot, Corey Taylor était juste un gosse brisé. Et si t'écoutes bien ses textes, t'entends pas seulement de la colère, t'entends un combat, une survie. Corey naît le 8 décembre 1973 à Des Moines, Iowa. Il grandit avec une mère célibataire dans la pauvreté, l'instabilité et les traumatismes. À 10 ans, il découvre la musique, Kiss, Black Sabbath, Metallica. Mais ça suffit pas à calmer les monstres. Dès l'adolescence, il plonge. 14 ans, première cuite. 15 ans, cocaïne, LSD, héroïne, il prend tout ce qui passe. Il dira plus tard qu'il voulait juste se déconnecter, oublier qu'il existait. À 19 ans, il fait une overdose, puis une tentative de suicide. Il monte sur le balcon d'un immeuble, prêt à sauter. Mais un ami le retient, littéralement. Ce jour-là, Corey Taylor ne meurt pas. Ce jour-là, il reste. Assez longtemps pour écrire le reste de sa légende. En 1997, quand Corey rejoint Slipknot, il devient la voix de l'horreur, de la rage, de l'exutoire. Mais la douleur est toujours là. D'autres noms passent. Greg Welts, percussionniste incontrôlable, puis Brandon Darner, puis Chris Fenn. En parallèle, un DJ sort du lot, Sid Wilson, obsédé par le groupe. Il finit par en faire partie. Il commence à réécrire les titres de Mate, Feed, Kill et Repeat avec Corey, et ajoute des inédits. Un projet naît, Crows. Mais il ne verra jamais le jour. Trop instable, trop expérimental. Seul Sean en garde une copie, une relique interdite. Février 1998, concert sauvage, ambiance électrique, un producteur est là. Et pas n'importe lequel. Ross Robinson, le mec derrière Korn, Limp Bizkit. Il ne le sait pas encore, mais ce qu'il va voir ce soir-là va changer sa vie. Une claque, un uppercut, une révélation. Peu après, Slipknot enregistre une démo avec Snap, Wait and Bleed, Speed It Out, Despide, des futurs hymnes pour âmes torturées. Roadrunner Records signe et la machine se met en route. Josh Brainard quitte le navire, il est remplacé par un visage familier, Jim Root. Nous sommes en 1999, le line-up est complet, les masques sont en place, la tempête approche.
Il y a des albums qui naissent dans le confort des studios, entourés de producteurs propres sur eux, d'ingé son calé et de café latte. Et puis, il y a ceux qui sortent tout droit de l'enfer. Slipknot, c'est exactement ça, un accouchement brutal, bruyant, sale. On est en 1998, à Malibu, Californie, paradis du soleil, des surfeurs, et pourtant, c'est ici, au studio Indigo Ranch, qu'un groupe venu tout droit de l'Iowa va cracher ses tripes sur bande. Slipknot, c'est alors un collectif de 9 mecs, tous masqués, tous dérangés. Ils viennent de Des Moines, une ville grise paumée au milieu des champs. Là-bas, il n'y a pas grand-chose, alors ils se sont enfermés pendant des années dans un sous-sol à taper, hurler, composer une musique qu'on ne sait même pas encore comment appeler. C'est trop brutal pour être du new metal, trop technique pour être du hardcore, trop bizarre pour rentrer dans une case. Quand ils débarquent en studio, c'est pas pour faire joli. Ross Robinson, producteur déjà responsable du premier Korn, comprend vite à qui il a affaire. Il décide de ne pas les brider. Au contraire, il pousse le délire encore plus loin, il les fait enregistrer dans le noir, les insulte pour faire sortir leur rage, les pousse jusqu'à l'épuisement. Certains en viennent à se blesser pendant les prises, mais c'est exactement ça qu'il veut, du vrai, du brut, du vivant. La batterie de Joey Jordison, elle claque comme une mitraillette. Les percussions de Crane et Fenn rajoutent un côté tribal, presque vaudou. Sid Wilson découpe le son avec ses platines, pendant que Corey Taylor, le dernier arrivé, pose une voix mi-possédée, mi-mélancolique, comme s'il jonglait entre deux personnalités. Le groupe se fout des règles. Les guitares sont ultra basses, les structures bordéliques, les refrains hurlés, recrachés plutôt que chantés. Ils dorment peu, mangent mal, vivent quasiment dans le studio, mais chaque jour ils sortent une bombe. A-Less, Surfacing, Wait and Bleed, des cris d'alarme d'une génération étouffée, qui trouve enfin une forme d'expression. À la fin de l'enregistrement, le groupe est à bout. Mais ce qu'ils ont en main, c'est un monstre. Une œuvre née dans la douleur, nourrie à la haine, façonnée dans le sang. Slipknot, c'est pas juste un album, c'est une purge, un exorcisme. Et dans le fond, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi puissant. Chez Slipknot, l'amour, c'est pas des violons, c'est des blessures ouvertes, et Corey Taylor en est la preuve vivante. Fin des années 90, juste avant le succès de Slipknot, Corey est déjà père. Il a un fils, Griffin, né en 1999 d'une relation précédente. Mais à ce moment-là, sa vie est un chaos. La drogue, l'alcool, les tournées, il dira lui-même qu'il était incapable d'aimer correctement, qui que ce soit, même lui. La machine est lancée. Le 29 juin 1999, Slipknot dévoile son premier album éponyme, produit par Ross Robinson. Mais personne ne pouvait imaginer à quel point ce disque allait exploser. Au début, c'est le bouche à oreille qui fait le travail. Des gamins déjantés, des fans un peu fous qui transmettent la flamme. Puis le groupe se produit à l'Ozzfest de 1999. Et là, tout prend une autre dimension. Le public est secoué, choqué. Encore une fois, c'est une claque. Mais c'est aussi un tour de force. Ils jouent plus de 250 concerts entre 99 et 2000, non-stop. La tournée devient une légende vivante. Le groupe est plus qu'une simple bande de musiciens, c'est un coup de poing dans la gueule de l'industrie musicale. En novembre 1999, le groupe sort Welcome to Our Neighborhood, un DVD live qui capte toute l'énergie brute de leurs concerts. Des scènes incroyables où on les voit bousculer la scène, balancer des riffs ultra lourds dans une ambiance survoltée. Ce n'est plus de la musique, c'est un combat. En 2001, l'intensité monte encore d'un cran avec Iowa. Le 29 août, l'album voit le jour et choque le monde. Ce n'est plus simplement du métal, c'est Iowa. Une plongée dans l'abîme, avec des morceaux comme Left Behind, People Equal Shit et Disaster Piece. Le groupe a mis toute sa rage, toute sa douleur dans cet album. C'est du chaos pur. L'album explose partout. Il arrive en tête des classements anglais, balayant tout sur son passage. Les fans sont en transe. Et Slipknot devient bien plus qu'un groupe. C'est une institution. Un monde parallèle où la folie et la musique se mélangent. Mais cette réussite ne fait pas que des heureux. En coulisses, la pression est énorme. L'album, la tournée, les attentes, tout ça commence à peser sur les membres du groupe. Les tensions montent. Pendant l'enregistrement de Iowa en 2001, Corey Taylor touche le fond. Il est ivre tous les jours. Dépression, haine de soi, autodestruction. Mais pour le moment, le succès est bien là. Et rien ne pourra les arrêter. C'est aussi pendant cette période que leur deuxième DVD, Disaster Piece, voit le jour. Enregistré à Londres, il capture le groupe au sommet de sa forme sauvage, avec des performances live de morceaux issus d'Iowa. C'est l'explosion totale. Le 25 mai 2004, volume 3 de Subliminal Verse débarque. Ce n'est plus la même bête. Le groupe qui a déversé son chaos sur Iowa opère une mutation. La violence n'a pas disparu, mais elle se fait plus subtile. Les morceaux sont plus mélodiques, plus aérés. Le son a changé, et avec lui, l'âme de Slipknot. Avec la production de Rick Rubin, légende vivante de l'industrie, le groupe prend des risques.
Des morceaux comme Duality, Before I Forget ou Vermilion montrent une facette plus nuancée, mais toujours marquée par cette intensité brute qui a fait la légende de Slipknot. C'est un déséquilibre parfait entre la lourdeur du métal et des moments plus calmes. Presque onirique. Un cocktail explosif qui résonne avec une nouvelle génération de fans, tout en conservant la fidélité à ceux qui les ont suivis depuis le début. Volume 3 marque aussi un tournant dans leur réception publique. La presse commence à les voir non plus comme une simple bande de freaks en colère, mais comme un groupe à la créativité inarrêtable. Ils ont beau être aussi furieux que jamais, ils ont appris à jouer avec leur image, à doser l'agression avec de véritables moments de beauté et de mélancolie. La tournée mondiale qui suit, le Subliminal Verse Tour, est un triomphe. La plupart des concerts sont à guichet fermé. Des fans de tout horizon viennent se perdre dans l'univers torturé de Slipknot. Chaque spectacle est une expérience cathartique, un voyage dans la noirceur et la lumière. Mais comme souvent, au sommet, les tensions internes commencent à se faire sentir. Les membres du groupe sont fatigués, complètement épuisés. Et les pressions liées à la célébrité deviennent de plus en plus difficiles à supporter. En 2004, Corey épouse Scarlett Stone, sa première femme. C'est elle qui l'aide à sortir de l'alcool pendant un temps. Elle l'accompagne dans sa thérapie, mais leur relation devient toxique. Scarlett dira qu'il retombe dans ses travers, qu'il devient absent, éteint. Ils divorcent en 2007. 9.0 Live, le premier album live, immortalise cette époque, mais aussi l'énergie brute qu'ils ont su préserver tout au long de cette tournée. Cependant, un autre aspect de la vie de Slipknot se dévoile alors. Voluminal Inside the Nine, ce troisième DVD, sorti fin 2006, offre une immersion plus intime dans la vie du groupe. On y découvre les membres démasqués, loin des scènes et des projecteurs, dans des moments plus personnels, loin du chaos habituel. Mais derrière l'écran, il y a des interrogations. Craig Jones, toujours aussi mystérieux, choisit de rester dans l'ombre. La vie privée des membres commence à devenir une vraie question. Leur statut de rockstar, ce qu'ils en font et ce qu'ils en souffrent commence à peser lourd. Après la tournée de Volume 3, le groupe prend un peu de recul. Le 25 août 2008, All Hope Is Gone voit enfin le jour, marquant un tournant dans l'histoire de Slipknot. Après 3 ans d'attente, le groupe livre un album qui fusionne à la fois leur furie caractéristique et de nouvelles nuances plus sombres, mais aussi plus matures. Les riffs lourds et rapides sont toujours présents, mais le groupe prend de l'espace. Les nuances plus mélodiques qui s'étaient déjà dessinées dans Volume 3 deviennent plus prononcées. Le premier single, All Hope Is Gone, frappe fort. Mais c'est avec Psychosocial, dont je vous ai parlé dans l'introduction de cette vidéo, que le groupe revient sur le devant de la scène, offrant un mélange explosif de rage et de mélancolie qui devient rapidement une hymne pour une génération entière. Suivent d'autres morceaux comme Dead Memories et Sulfur, qui eux aussi laissent une marque indélébile. Dans un univers de hurlements, il y a un morceau qui se distingue. Snuff, c'est un murmure qui déchire plus fort que n'importe quel cri. Ce morceau est le 5e single de l'album All Hope Is Gone, mais surtout c'est le plus intime, le plus humain. Pas de double pédale, pas de riff qui tabasse, pas de masque, juste Corey Taylor, presque nu, presque lui. À la base, Snuff parle d'amour, mais pas un amour de chanson pop, un amour toxique, abîmé, un amour qui détruit. Corey dira It was a tough time for me, so writing that down and sharing that with people was probably one of the heaviest songs I've ever written. Et ça se sent, dans chaque mot, dans chaque silence entre les accords. Le clip sort en 2009, réalisé par Sean Crahan, alias Clown. Le clip est cinématographique, sombre, stylisé. On y voit Corey, travesti, un masque de femme sur le visage, les yeux perdus. Et là, on comprend, il incarne la douleur, pas seulement celle d'un homme qui a perdu l'amour, mais celle d'un homme qui a perdu lui-même. Cette époque marque également un changement visuel. Les nouveaux masques sont dévoilés en ligne en juillet 2008. Chaque membre arbore une nouvelle identité, une manière de se redéfinir artistiquement. Ces nouveaux visages, tout aussi perturbants que fascinants, accompagnent un album plus introspectif et complexe. Le groupe se lance alors dans une tournée marquante, le Rockstar Energy Mayhem Festival, une série de concerts à travers les États-Unis et le Canada, où ils partagent la scène avec des groupes comme Disturbed, Mastodon et Machine Head. Cette tournée, qui dure 30 dates, permet à Slipknot de jouer devant un public de plus de 300 000 personnes, consolidant ainsi leur statut de tête d'affiche internationale. Cependant, cette tournée n'est pas sans embûches. Une blessure de Joey Jordison pendant la mini-tournée européenne d'août 2008 contraint le groupe à annuler une série de concerts. Mais la tournée mondiale reprend, avec une escale au Japon, puis l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En Europe, Slipknot fait escale au Zénith de Paris, où ils sont en première partie de Machine Head et Children of Bodom. Ils multiplient les prestations sur des scènes mythiques comme celle du Rock am Ring, du Download Festival et des Eurokéennes de Belfort.
L'album All Hope Is Gone est aussi marqué par des problèmes internes. La tournée s'étend sur plusieurs années et les membres du groupe commencent à ressentir les effets de cette pression constante. Les hospitalisations et les absences imprévues, dont celle de Joey, rappellent la fragilité de cet empire de métal. Juste après, Corey se remarie. En 2009, il épouse Stephanie Luby, mannequin tatoué jusqu'au cou, passionné de métal. Il se marie à Las Vegas, au Palms Hotel, un hôtel de ouf. Mais le mariage ne dure pas. Officiellement, ils restent ensemble jusqu'en 2017, mais Corey dira qu'ils étaient séparés bien avant et que ça s'est fini dans la souffrance. Le 9 septembre 2009, Slipknot sort un album contenant des inédits de 1999, des morceaux qui n'avaient jamais vu le jour, mais qui viennent raviver l'histoire du groupe. Ils poursuivent la tournée All Hope Is Gone World Tour 2009, une nouvelle série de concerts au Canada et aux États-Unis avant de faire une pause nécessaire. À la fin de cette période, des réflexions sur l'avenir du groupe émergent. Corey Taylor, dans une interview, confie que Slipknot pourrait bien avoir encore un album à offrir, mais que rien n'est garanti au-delà. Le futur du groupe reste en suspense, comme une promesse incertaine. Et les fans se demandent, est-ce la fin d'une ère ? Dans un contexte où les tensions se font de plus en plus pressantes, Slipknot trouve une sorte de reconnaissance tranquille. Ils ont atteint le sommet, mais la montée fut marquée par des sacrifices personnels. Les membres ont traversé les tempêtes intérieures et extérieures. Mais une chose reste certaine, Slipknot, pour de nombreuses générations, représente plus qu'un groupe. C'est un cri collectif, un exorcisme de la rage. Un exutoire qu'aucune autre formation ne peut égaler. Le 24 mai 2010, c'est une date que beaucoup de fans de Slipknot n'oublieront jamais. Ce jour-là, Paul Gray, le bassiste fondateur du groupe, est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Des Moines. Une tragédie qui va ébranler non seulement le groupe, mais aussi l'ensemble de la scène métal. Paul n'était pas seulement le bassiste de Slipknot, il était une partie essentielle de l'âme du groupe. Et sa disparition laissait un vide impossible à combler. Tout le monde se demandait ce que cela signifierait pour l'avenir du groupe. Est-ce que Slipknot allait continuer ? Ou est-ce que la douleur de la perte de Paul allait signifier la fin de l'histoire ? Corey Taylor, dans des interviews à la suite de la tragédie, exprimait clairement qu'il n'était pas prêt à commencer un nouvel album tout de suite. Yesterday we lost our brother. And the world seems a little smaller because of it. Mais le groupe n'avait pas l'intention de disparaître, pas encore. La réponse du groupe a été pleine de dignité. Ils ont honoré Paul sur scène en rendant hommage à leur frère perdu. Lors de leur concert, notamment au Sonisphere en 2011, vous pouviez voir la tenue de Paul sur scène, son masque, sa basse. Tout était là, comme une façon de le garder vivant, de le rendre immortel, au moins dans les esprits de ceux qui l'aimaient. Ce concert-là, particulièrement, a été un moment extrêmement émouvant, où chaque membre portait une partie de l'héritage de Paul. Pour remplacer Paul sur scène, le groupe a fait appel à Donny Steele, un ancien membre de la formation qui, pour l'occasion, est resté dans l'ombre. Il ne se montrait pas sur scène, et bien que certains aient apprécié ce geste discret, d'autres étaient frustrés de ne pas voir la nouvelle recrue en action. Mais la priorité, à ce moment-là, était avant tout de rendre hommage à Paul, et de ne pas briser l'esprit de groupe. Snuff, c'est la chanson que Slipknot joue en hommage à Paul Gray, après sa mort en 2010. Corey est seul, sur scène, guitare à la main, sa voix tremble, la foule pleure. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de costume, il n'y a plus de feu, il y a juste un homme qui chante pour un autre qui n'est plus là. Aujourd'hui encore, Snuff est le morceau qui touche même ceux qui n'écoutent pas Slipknot. Parce que c'est pas une chanson de métal, c'est une chanson de cœur brisé, une chanson d'adieu. Et c'est peut-être pour ça qu'elle fait si mal. Parce que Snuff, ce n'est pas de la rage, c'est ce qu'il reste après la rage. Quand t'as plus de force pour gueuler, juste assez pour pleurer. En 2012, un premier album post-Paul Gray voit le jour, Antennas to Hell, une compilation de leurs meilleurs morceaux, mais aussi un moyen pour le groupe de montrer qu'il n'est pas prêt à tout effacer. Le groupe annonce également la création du Notfest, un festival où Slipknot pourrait retrouver ses racines et rendre hommage à ses fans. Mais 2012 n'est pas encore l'année du fameux 5e album. Corey Taylor déclare que le groupe n'est pas prêt à replonger dans l'écriture. Pourtant, l'attente est grande, et on sait tous qu'en coulisses, Slipknot travaille sur de nouvelles idées.
Finalement, 2013 voit l'apparition de leur participation au Download Festival, mais toujours aucune date pour un nouvel album. Alors, en attendant, on continue de vivre avec ces albums déjà mythiques. On se souvient de ce qu'était Slipknot avant la tragédie. Mais on ne peut s'empêcher d'attendre la suite. Un jour, le groupe reviendra plus fort, avec de nouvelles histoires à raconter, et un son plus sombre, encore marqué par la perte, mais aussi par l'héritage laissé par Paul Gray. À ce moment-là, les fans étaient plus que jamais impatients. L'attente était longue, mais l'espoir ne faiblissait pas. Slipknot reviendrait, et l'héritage de Paul Gray vivrait à travers chaque note, chaque performance. 12 décembre 2013. Cette date marque un tournant dans l'histoire du groupe. Joey Jordison, le batteur emblématique de Slipknot, annonce qu'il quitte le groupe après 18 ans de collaboration. La raison ? Une myélite transverse, une maladie rare qui le prive temporairement de l'usage de ses jambes. Une épreuve dévastatrice pour l'un des piliers du groupe, mais aussi pour Slipknot tout entier. Corey Taylor, dans un communiqué, fait savoir qu'il n'y aurait pas de composition de Joey sur le nouvel album. Ce départ laisse un vide immense dans la formation, mais Slipknot, comme toujours, se relève. Ce vide, ils vont essayer de le combler d'une manière différente, en créant un album non seulement pour rendre hommage à Paul Gray, mais aussi pour annoncer une nouvelle ère pour le groupe. En 2014, c'est aussi le retour sur la scène musicale, après une attente qui a paru interminable. Le groupe annonce la sortie d'un nouvel album, The Grey Chapter. Le titre de l'album est un hommage direct à Paul, et tout le monde sait que cet album est aussi un point de départ pour la suite de l'histoire de Slipknot. C'est un disque porté par des émotions brutes et la douleur de la perte, mais aussi la volonté de continuer à avancer, à se battre, à faire vivre l'héritage de Paul, et d'une certaine manière, de Joey. Le 1er août 2014, le groupe dévoile le premier single de l'album, The Negative One, un morceau qui, dès les premières notes, annonce la couleur. Agressif, sombre, caractéristique de ce qu'est Slipknot. Puis arrive The Devil in Eye, un second single qui va faire monter l'excitation encore plus haut parmi les fans. Le groupe prépare ainsi son grand retour, un retour qu'ils savent attendu, vu l'ampleur du vide laissé par Paul et Joey. Le 20 octobre 2014, l'album sort enfin. The Grey Chapter entre directement en tête des ventes iTunes, et on sent que ce nouvel opus marque un retour triomphal pour le groupe. L'album s'ouvre sur des riffs puissants, des chants intenses et une exploration musicale nouvelle, mais qui reste fidèle à l'esprit originel de Slipknot. Après la sortie de l'album, le groupe se lance dans la tournée Prepare to Hell. Un nom qui résonne comme une promesse, et qui prend tout son sens lorsqu'on voit l'énergie déployée sur scène. Korn et même King 810 les accompagnent dans cette aventure. Leur présence sur scène est une libération, un moyen de montrer que malgré tout ce qui s'est passé, Slipknot est toujours bien là, plus fort que jamais. Le groupe est aussi programmé pour le Soundwave Festival en 2015 en Australie, et en Europe, il passe par des festivals incontournables comme le Hellfest à Clisson en France. Une tournée mondiale qui confirme que la machine Slipknot est de retour et prête à déchirer à nouveau les scènes du monde entier. Le 25 septembre 2016, une nouvelle étape dans l'histoire du groupe. Slipknot participe au Knotfest et y joue l'album Iowa dans son intégralité. Ce set, qui rend hommage à leurs racines, montre que même après tout ce temps, le groupe reste fidèle à son héritage, à ce qu'ils étaient, tout en évoluant dans la douleur et l'énergie. Et puis, entre deux concerts, on voit Sean Crahan s'attaquer à un projet un peu différent. Il réalise le film Officer Down, inspiré du comic book du même nom, avec Kim Coates à l'affiche. Un projet qui permet à Crahan de s'échapper de la scène, tout en restant créatif et fidèle à son univers. 2016 marque aussi une nouvelle étape pour Slipknot, avec un groupe qui a su évoluer malgré les épreuves, malgré la perte de 2 membres fondateurs. Slipknot continue de se réinventer et de faire face aux défis. Une nouvelle ère s'ouvre alors pour eux, marquée par la résilience, mais aussi par la douleur des absents. Les fans savent maintenant que Slipknot est plus qu'un groupe, c'est une légende vivante, une famille soudée par la musique, mais aussi par les pertes qui, au fil du temps, ne feront qu'accentuer leur légende. En novembre 2016, Sean Crahan lâche une bombe dans une interview pour Rolling Stones. Slipknot travaille sur un nouvel album. Les fans s'emballent, les spéculations commencent à fuser. Sera-t-il là en 2018 ? Corey Taylor dément rapidement cette rumeur, précisant que l'album ne sortirait pas avant 2019, voire même 2020. C'est donc un album en gestation, mais avec un flou artistique qui laisse la place à l'imaginaire des fans. Pendant ce temps, 2017 se profile comme une année d'écriture. Corey Taylor, de son côté, se concentre aussi sur Stone Sour. Oui, effectivement, il a recréé le groupe qu'il avait juste avant de rejoindre Slipknot. Ils sortent l'album Hydrograde. En 2017, Corey Taylor devient sobre, pour de vrai. Plus d'alcool, plus de cachets, il en parle publiquement, comme un mec qui veut aider les autres à ne pas crever comme lui a failli le faire. Le groupe Slipknot, lui, reste dans l'ombre, peaufinant son projet à son propre rythme, avec la promesse de quelque chose de nouveau. Puis, en mars 2019, un nouveau rebondissement.
Chris Fenn, percussionniste du groupe depuis les premiers jours, est licencié suite à une plainte qu'il a déposée contre Slipknot pour des motifs financiers. Une décision qui secoue le monde du groupe et des fans, mais qui ne ralentit pas pour autant la machine qu'est Slipknot. La famille reste soudée et l'évolution continue malgré ce départ. En 2019, Corey Taylor rencontre Alicia Dove, danseuse pro, leader des Cherry Bombs, une troupe de performance métal. Elle est forte, indépendante, fan de métal, créative. Corey dira « Elle m'a vu au plus mal et elle m'a aimé quand je ne valais rien ». Il se marie le 6 octobre 2019 et depuis, il semble vraiment en paix. Sobre, stable, productif. Il sort ses albums solo, il écrit, il parle publiquement de ses galères et pour la première fois, il sourit vraiment. L'amour chez Corey, c'est pas une belle histoire linéaire, c'est des montagnes russes, des échecs, des coups de poing dans le cœur, mais aussi une reconstruction. Et aujourd'hui, quand tu vois ce mec debout, solide, en train de chanter sans tomber, quand tu le vois faire le guignol à chanter le générique de Bob l'éponge, oui, le générique de Bob l'éponge, allez, je te passe un extrait. Tu comprends que c'est aussi grâce à elle, à Alicia, et à toutes les cicatrices laissées avant elle. Le 9 août 2019, Slipknot déverse sa nouvelle œuvre dans le monde, We Are Not Your Kind, un album qui explose les ventes et se classe en tête des charts dans de nombreux pays. Ce 6e opus est un véritable tour de force, mélangeant des sons plus expérimentaux, tout en restant fidèle à l'essence même de Slipknot. Chaque morceau reflète une évolution du groupe, avec une volonté de surprendre tout en restant ancré dans leur univers unique. La réponse du public est immédiate. We Are Not Your Kind n'est pas seulement un album, c'est une déclaration d'intention. Le 26 juillet 2021, le monde du métal s'est figé. Joey Jordison est mort. 46 ans, parti dans son sommeil, paisiblement, disait le communiqué. Et c'est peut-être ça le plus dur à encaisser. Joey était tout sauf paisible. C'était un ouragan, un génie masqué, cramé par la rage, la vitesse et la sueur. Il n'était pas juste le batteur de Slipknot, il était Slipknot. Le moteur, le métronome de la folie. Lui, c'est celui qui jouait plus vite que la lumière, suspendu dans les airs, tournant à l'envers sans jamais rater un seul coup. Un alien de la double pédale. Et pourtant, en 2013, le groupe le vire, par email, froid, brutal. Les fans ne comprennent pas, lui non plus, mais il garde le silence. Quelques années plus tard, il révèle la vérité. Il souffrait d'une maladie neurologique rare et une myélite transverse. Son corps le trahissait, il ne pouvait plus jouer, il ne pouvait même plus marcher. Pour un mec comme Joey, c'était pire qu'une punition. C'était une condamnation. Il tente de revenir, fonde d'autres groupes, rallume la flamme, mais elle est vacillante. Et le 26 juillet, elle s'éteint. Le plus douloureux, c'est peut-être ce qui suit. Pas de grand discours, pas d'hommage officiel de Slipknot. Juste une image noire postée par Corey Taylor, le silence, le deuil, sans mots. Mais au fond, est-ce que Joey avait besoin d'un hommage ? C'est là qu'il vit, dans chaque roulement, chaque déflagration. Joey Jordison est mort, mais sa batterie, elle continue de cogner dans nos têtes, dans nos tripes et dans l'histoire du métal. À jamais. Après une décennie marquée par All Hope Is Gone en 2008, The Grey Chapter en 2014 et We Are Not Your Kind en 2019, l'arrivée de The End So Far est un vrai tournant. Cet album arrive après une série d'événements marquants pour le groupe, notamment la perte de Paul Gray et de Joey Jordison. Ces événements tragiques ont marqué les membres profondément et l'album porte clairement cette influence. C'est aussi un album qui fait parler de lui pour son côté un peu plus mature et introspectif, mais avec toujours ce côté lourd, brut, chaotique. Il y a un véritable mélange de styles, avec des touches de new metal, hardcore, indus et même des moments plus expérimentaux. Le ton de l'album aussi entre des moments de pure rage et des passages plus calmes et introspectifs.
Si certains morceaux rappellent le Slipknot des débuts avec leur violence sonore, d'autres comme Hive Mind ou The Dying Song explorent une facette plus expérimentale et mélodique. L'album parle toujours de la douleur, de l'isolement, de l'introspection, mais aussi de l'acceptation et de la fin des choses. On y trouve des morceaux qui s'attaquent à des sujets comme la santé mentale, la guerre intérieure et la confrontation avec la mort. The Dying Song, ce morceau est un mélange de rage et de mélodie. Corey Taylor, dans ses paroles, se questionne sur la lutte contre les démons intérieurs. L'idée de rester fidèle à soi-même, même dans les moments les plus sombres. Yen, une chanson très lourde qui mélange des éléments de gothique et de dark metal, où Corey se laisse aller à une émotion brute, parlant de son propre sentiment de perte et de désespoir. Hive Mind, le morceau, très psychédélique et expérimental, parle du conformisme et de la manipulation sociale. Ce morceau est un peu comme un cri contre la perte d'identité individuelle, dans un monde où tout semble être contrôlé. Le groupe a travaillé sur cet album avec Joe Barresi, un producteur qui a déjà travaillé avec des groupes comme Tool et Queens of the Stone Age. La production est lisse, intense, mais également aérée dans les moments plus introspectifs. Les sons sont plus nettoyés, plus raffinés, avec un aspect moins abrasif que par le passé. Il y a un équilibre très bien trouvé entre l'ancienne rage et la nouvelle maturité musicale. Ça permet au groupe d'élargir son horizon musical tout en restant fidèle à son essence. L'album marque également un moment important pour la dynamique interne du groupe. Le départ de Joey Jordison a été un choc et l'arrivée de Jay Weinberg en tant que batteur depuis 2014 a permis à Slipknot de continuer. Mais l'ombre de Paul Gray plane toujours. The End So Far est aussi un album de transition où les membres du groupe semblent avoir trouvé un nouveau sens de la cohésion, avec une reconnaissance de la fin d'un chapitre, tout en restant ouvert à l'avenir. Malheureusement, l'histoire du groupe continue de se tracer avec des séparations. Le 8 juin 2023, après 27 ans de collaboration, Slipknot annonce la fin de son partenariat avec Craig Jones. Un communiqué laconique, sans trop de détails, indique simplement que le groupe et Craig se séparent et se souhaitent le meilleur pour la suite. Mais déjà, un visage masqué est publié par le groupe, suggérant que le remplaçant de Craig est trouvé et prêt à prendre sa place. Le 5 novembre 2023, une autre annonce secoue les fans. Jay Weinberg, batteur de longue date du groupe, quitte également Slipknot après 10 années de service. Et qui arrive pour reprendre les baguettes ? Eloy Casagrande, l'ancien batteur de Sepultura. Un remplacement surprise qui augure un futur différent pour le groupe. Ce départ marque un tournant dans l'histoire du groupe, mais comme toujours, Slipknot continue à avancer, à se réinventer et à surprendre ses fans. Ces changements, ces pertes, ces remplacements, tout cela fait partie de la légende du groupe. Rien ne les arrête, rien ne les fait tomber. Slipknot continue de se redéfinir à chaque étape sans jamais renier son essence. Et c'est peut-être ça la plus grande force de ce groupe, leur capacité à évoluer sans jamais trahir l'esprit qui les a faits. En résumé, Slipknot n'a pas dit son dernier mot. Qu'ils réinventent leur son, qu'ils prennent d'assaut les scènes mondiales ou qu'ils se lancent dans des projets multimédia audacieux, Slipknot continue de redéfinir ce que cela signifie d'être un groupe de métal à l'échelle mondiale. La route est encore longue pour eux, et avec chaque nouveau chapitre, ils réécrivent les règles du jeu. Le futur est incertain, mais une chose est sûre, Slipknot restera l'une des forces les plus créatives et les plus puissantes de la scène musicale. Le métal ne sera jamais plus le même. Alors ouais, Slipknot, c'est pas pour tout le monde. C'est sale, c'est bruyant, ça dérange. Mais pour ceux qui comprennent, c'est une putain de délivrance. C'est pas juste de la musique, c'est une armure. Un cri de guerre pour tous ceux qu'on a trop souvent voulu faire taire. Un rappel qu'on peut être paumé, en colère, brisé, et quand même hurler plus fort que le monde entier. Slipknot, c'est pas une mode, c'est pas un délire d'ado, c'est un feu qu'on garde en nous, et tant qu'il brûle, on sait qu'on est vivant. Merci d'avoir regardé, abonne-toi si t'as kiffé, et surtout, reste toi-même, masqué ou non.